Nouvelle équipe, nouvelle énergie. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso multiplie les rencontres au sommet après le président du Faso, Roland Sow, et ses collaborateurs ont échangé avec le Premier ministre pour affiner leur feuille de route. Une tournée stratégique pour remettre l'économie nationale sur les rails avec ambition et méthode. Vous le verrez. À Zignaré, dans le plateau central, les bulldozers tentent de tracer l'avenir de l'urbanisation. La Sonature avance à grands pas sur l'un de ses plus vastes sites d'aménagement. Avec un taux de réalisation de 60%, le chantier prend forme. Malgré les défis techniques, objectif visé, livrer un terrain prêt à bâtir en moins de 2 mois et ouvrir la voie aux futurs habitants. Et puis à Bobo-Dioulasso, le centre d'instruction des troupes aéroportées du groupement commando parachutiste mène depuis le 18 juin une intense campagne de saut. Il est question d'acquérir près de 500 éléments des forces armées nationales et celles des pays amis à la manœuvre aéroportive pour renforcer leur capacité opérationnelle sur le terrain. Jusqu'au 29 juin, la garnison va vibrer au rythme des décollages et des sauts dans une montée en puissance stratégique. Retour ce soir sur une opération qui mêle précision, sang-froid et altitude. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Bonsoir et bienvenue à tous. Regard déterminé, focus sur la relance économique. La nouvelle équipe dirigeante de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso enchaîne les consultations de haut niveau. Après le chef de l'État, c'est au tour du Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo de recevoir Roland Sow et les membres du bureau fraîchement installé. Les objectifs ne changent pas, recueillir les orientations stratégiques pour impulser une nouvelle dynamique au secteur économique national, une démarche qui s'inscrit dans la volonté affichée de repositionner la CCIBF comme un acteur clé du développement. À l'issue de l'audience, le président de la délégation consulaire a livré ses impressions. On l'écoute. Il était de bon ton que nous venions rencontrer le premier responsable de la primature, chef du gouvernement, pour pouvoir, au-delà des encouragements qu'il nous a prodigués, pouvoir bénéficier de ses orientations, de ses conseils, afin que cette dynamique au niveau de la délégation spéciale consulaire, cette dynamique puisse profiter à l'ensemble du secteur burkinabé, secteur privé burkinabé naturellement, et surtout dans le but que cette orientation puisse profiter à l'ensemble des acteurs du commerce et de l'industrie. Vous avez sûrement constaté aussi que dans notre communication depuis un certain moment, nous déclinons les missions pour lesquelles nous avons été investis. Et ces missions s'articulent autour de trois grands points qui sont essentiellement l'amélioration de la gouvernance au niveau de notre institution commune, la redynamisation des secteurs porteurs tels que l'industrie, l'agroalimentaire, et cela va en droite ligne de la vision des plus hautes autorités de ce pays. Et enfin, le point pour lequel nous avons aussi été instruits, c'est travailler à la cohésion de l'ensemble du secteur du monde des affaires et du secteur privé. Permettez-moi de profiter de votre micro pour déjà remercier l'ensemble des acteurs qui m'accompagnent ici, c'est-à-dire cette délégation spéciale consulaire composée de 8 membres, et je le disais hier, volontairement appelés les 8 VDP de l'économie burkinabé, et aussi remercier le Premier ministre de manière chaleureuse pour tous les conseils qu'il a bien voulu nous prodiguer ce matin, et le rassurer de notre engagement à fortement impacter l'économie du Burkina Faso à travers les différentes actions que nous allons mener sur le terrain pour la bonne conduite des affaires de la délégation spéciale consulaire. Relancer l'économie, c'est aussi construire les fondations concrètes du progrès. Direction Zignaré dans la région du plateau central où cette vision prend forme sur le terrain. La Sonature, la Société nationale d'aménagement des terrains urbains, y mène une mission de suivi sur l'un de ces vastes chantiers. Sur une superficie de 60 hectares, les engins tentent de tracer l'avenir à grands traits.
Voirie, réseau, infrastructure, le projet est aujourd'hui réalisé à près de 60%, malgré quelques contraintes techniques, nous disent Chloène Guigoy et Benjamin Kwame. Dans moins de 2 mois, des logements et des locaux à usage commercial devraient sortir de ce site. Environ 60 hectares. Nous sommes à Zignaré et les machines sont à pied d'œuvre. Les ouvriers également. Ce site appartient à la Sonature, la Société nationale d'aménagement des terrains urbains, et il est visité par son directeur général et ses collaborateurs. Ici, les voies sont tracées, les canaux d'évacuation d'eau pluviale sont érigés. Bouraima Ouattara constate de plus près l'évolution de ces travaux. Le taux de réalisation est de 59%. Ce site de Zignaré, il faut rappeler, a fait l'objet d'une campagne de commercialisation qui s'étendait en 2023 et 2024 au niveau de la Sonature. Et après la commercialisation, ils devaient aussi, les acquéreurs se projettent sur la réalisation des débuts de leur projet immobilier. Alors, avant le démarrage des projets immobiliers des acquéreurs, on a promis l'aménagement, la viabilisation des sites. Alors aujourd'hui, cette sortie, c'est pour venir constater l'état d'avancement. C'est très satisfaisant. On peut dire d'ores et déjà que les différents acquéreurs pourraient peut-être commencer leurs projets immobiliers. Bouraima Ouattara apprécie bien le sérieux avec lequel l'entreprise en charge des travaux exécute ce chantier immobilier. En plus des aménagements routiers, il est prévu l'installation du réseau électrique et d'une adduction en eau potable pour permettre aux futurs résidents de bénéficier de toutes les commodités. Le projet de la Sonature, c'est de viabiliser le site pour le bienfait pour la population. Voilà, nous, ici, nous sommes chargés de faire l'assainissement et la voirie urbaine. Mais nous ne nous accusons pas de retard. Nous allons tout faire pour quand même, dans les 100%, livrer l'ouvrage. En tout cas, la livraison de ces sites sont prévues maximum pour 2 mois. Mais nous ferons tout pour le livrer avant les 2 mois. Un exutoire principal déjà réalisé. Il est prévu un complexe scolaire de 18 000 m² également, sans oublier des espaces verts. Lesquels espaces reçoivent séance tenante les premiers plans par les agents de la Sonature. Question d'oxygéner dans quelques mois cet espace aménagé. L'autre chantier de la nation, c'est bien la sécurité, une sécurité qui devrait se déployer sur terre, mais surtout dans les airs face aux menaces terroristes. Au centre d'instruction des troupes aéroportées, près de 500 soldats s'entraînent depuis le 18 juin à maîtriser l'art du saut parachutiste. Cette campagne intense qui se poursuit jusqu'au 29 juin prochain vise à renforcer les capacités opérationnelles des forces armées nationales et celles des pays amis du Burkina Faso. Plus de précisions avec Soutour, Justin Dabiri. La campagne 2025 de saut parachutiste organisée par le Centre d'instruction des troupes aéroportées CITAP du groupement commando parachutiste GCP mobilise environ 494 personnels, dont 149 officiers, 97 sous-officiers, 258 militaires du rang et 15 femmes militaires. Dans cet effectif figurent également 25 stagiaires issus de 10 pays partenaires et amis du Burkina Faso. Cette dimension internationale témoigne de la crédibilité régionale de CITAP et de la coopération militaire sud-sud. Nous organisons le stage que nous appelons le stage de brevet militaire de parachutiste, dont l'objectif c'est d'aguerrir les personnels des forces armées nationales et des pays amis qui nous en expriment le besoin, les amener à cultiver un esprit de dépassement de soi, apprendre à pouvoir vaincre la peur, à les préparer à l'engagement opérationnel, les préparer à la prise de décision. Donc pour notamment ceux qui sont destinés aux fonctions de commandement, notamment des officiers, des sous-officiers, nous leur donnons un plus qui leur permet, une fois en unité, soit au sein des troupes aéroportées ou d'autres unités, de pouvoir répondre efficacement aux différentes attentes de leurs armées. Avant la phase d'embarquement pour le saut parachutiste, les stagiaires s'équipent sous la supervision rigoureuse des moniteurs qui procèdent au contrôle de sécurité avant leur montée dans l'aéronef. Cette campagne de saut parachutiste s'inscrit dans le prolongement des échanges de coopération militaire maroco-burkinabé. Dans la zone de saut, les stagiaires sont largués depuis l'avion pour les phases d'atterrissage et d'exécution des manœuvres techniques
qui nécessite sang-froid, discipline et courage. À travers cette campagne, le centre d'instruction des troupes aéroportées SITAP vise à doter ses stagiaires de compétences de base nécessaires pour servir au mieux les unités. Les stagiaires suivent une formation qui s'est déroulée en 2 phases. Donc d'abord une phase de formation au sol qui a duré pendant 1 mois, où les stagiaires ont reçu toutes les connaissances théoriques leur permettant de pouvoir effectuer les sauts en toute sécurité. Donc ils ont été préparés physiquement, psychologiquement et mentalement. Donc à l'issue, nous avons fait une évaluation pour déterminer quels sont ceux qui étaient aptes à pouvoir effectuer les sauts en toute sécurité et quels sont ceux qui n'étaient pas aptes. Le saut parachutiste dans le contexte militaire est un mode de mise à terre permettant de projeter rapidement des unités combattantes sur un théâtre d'opération. Cette activité exigeante et risquée vise non seulement à forger l'endurance et la résilience des militaires, mais aussi à développer leur confiance en soi, leur discipline et leur aptitude à intervenir en toutes circonstances. Débutée le 19 juin, la campagne de saut parachutiste se poursuit jusqu'au 29 juin 2025 dans la garnison de Bobo-Dioulasso. L'armée se mobilise, la justice également, où on explore des voies nouvelles pour une meilleure réinsertion. Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur le travail d'intérêt général, une vingtaine de détenus des tribunaux de Ouaga 1 et 2 ont bénéficié d'un aménagement de peine. Et bien, pour étendre ce dispositif, les commissions d'application des peines réfléchissent aux enjeux et défis. On en sait plus avec Amadou Diko. 22 détenus des tribunaux de grande instance Ouaga 1 et 2 ont bénéficié des mesures de conversion de peine d'emprisonnement en travaux d'intérêt général, selon les commissions de l'application des peines. Cela a été possible grâce à l'application de la loi portant administration du travail d'intérêt général. Une mesure du gouvernement burkinabé qui vise à désengorger les établissements pénitentiaires, mais aussi à favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées. Ils ont commis des erreurs, certes, mais ils peuvent toujours contribuer et c'est une chance qu'on les donne à travers le travail d'intérêt général de pouvoir contribuer, puisque si vous voyez, le travail d'intérêt général est fait pour une administration publique ou une administration déclarée d'utilité publique. Et c'est dans l'intérêt général et l'intérêt commun. Donc ces personnes-là vont pouvoir, malgré qu'ils ont commis une faute, de s'amender, ça c'est un, de se réinsérer, ça c'est deux, mais troisièmement et surtout de participer à la construction du développement de ce pays. En vue d'étendre ces mesures à un plus grand nombre de pensionnaires, les commissions de l'application des peines posent la réflexion sur les enjeux, défis et perspectives de la mise en œuvre du travail d'intérêt général. C'est à l'occasion de la 4e édition de ces 72 heures. Au cours des 3 jours à venir, nous échangerons à travers des panels, non seulement sur le thème principal ici sur la télé, mais également sur des sous-thèmes que je cite. Premièrement, le premier sous-thème, travail d'intérêt général et développement communautaire. Quelle contribution de la personne détenue? Deuxième sous-thème, contribution du travail d'intérêt général à la réinsertion sociale du détenu. Troisième sous-thème, fonctionnement de la CAP, enjeux, défis et perspectives. En plus des réflexions, les 72 heures des commissions de l'application des peines, c'est aussi des activités socioculturelles, des repas communautaires et un match de football qui va opposer la commune de Ouagadougou aux intervenants pénitentiaires. L'autre mobilisation nécessaire à la marche de la nation, c'est celle qui rassemble la société civile. Elle s'est donné rendez-vous à Zignaré où une session de formation a été lancée hier pour renforcer l'intégration du genre dans les politiques publiques. Pendant 3 jours, les associations membres de groupes genre du Conseil national des organisations de la société civile vont se former pour mieux participer à l'élaboration et au suivi des politiques de développement. Océane d'abonnés, précision. À Zignaré, la société civile se mobilise pour changer la donne. Pendant 3 jours, des associations membres du groupe thématique genre du Conseil national des organisations de la société civile du Burkina Faso
participe à une formation sur l'intégration du genre dans les politiques publiques de développement. L'objectif est de renforcer les capacités techniques de ces organisations de la société civile afin qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle dans la formulation, le suivi et l'évaluation des politiques publiques sensibles au genre. Une telle activité rentre dans le cadre de renforcer les capacités de notre groupe thématique genre, dans la dynamique d'avoir la même vision et de promouvoir le genre qui est un véritable facteur de développement parce que le développement contribue à la réalisation du genre et le genre contribue à la réalisation du développement selon un processus circulaire fermé. Donc dans cette dynamique, nous sommes à la deuxième phase qui aujourd'hui là va avoir cette opportunité de nous entretenir en 3 jours et qui sera le cordon ombilical qui puisse nous relier à une troisième phase qui sera celle de la budgétisation sensible au genre. Au menu de cette session, outils d'analyse genrée, stratégies de plaidoyer, mais aussi échange d'expériences. Concrètement, ces 3 jours, c'est de nous permettre de nous familiariser sur les notions clés en lien avec le genre, pour qu'on ne confonde pas le genre aux femmes et au féminisme, pour qu'on ne pense pas que le genre ne concerne que les femmes et non pas les hommes, alors que les hommes y concourent également. Et après cela, c'est de nous permettre également de connaître les rôles et les responsabilités des acteurs pour la promotion du genre et surtout l'intégration du genre dans nos politiques publiques et permettre aux organisations de la société civile là, de pouvoir avoir un suivi et évaluation de la mise en œuvre effective du genre au Burkina Faso et dans nos projets et programmes pour une meilleure évaluation. Dans un pays où les inégalités de genre constituent encore un frein au développement inclusif, le Conseil national des OSC du Burkina Faso entend, selon ses dirigeants, faire de la société civile un acteur clé du changement. Les pathologies prostatiques, un fléau qui touche principalement les hommes. Au Burkina Faso, elles constituent un véritable défi de santé publique, souvent méconnu. Pour lever le voile sur ces maladies, le docteur Morgane Kambou, elle-même issue du secteur de la santé, a organisé une conférence publique en partenariat avec l'association Zangrata. Objectif, sensibiliser, informer et encourager la prévention. Madina Sionou, Amadou Diko. Entre 2015 et 2023, plus de 600 nouveaux cas de prostate ont été enregistrés au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo, selon le professeur Kirakoya. Véritable problème de santé publique, la prostate constitue la première cause de consultation chez la communauté masculine. Bien que curable, elle reste cependant peu connue du grand public. Et cette conférence publique sur les pathologies prostatiques vise à changer la donne. Aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité de parler globalement des pathologies, c'est-à-dire les maladies qui sont pour la plupart du temps fréquentes et qui touchent donc la population du Burkina Faso. Et nous avons pu aborder plusieurs thèmes, notamment les prostatites, qui sont un type d'infection qui peuvent inflammer donc la prostate, ainsi que le cancer de la prostate. Nous avons pu également parler de l'hypertrophie bénigne de la prostate afin d'informer le grand public qu'il y a des spécialistes pour ce type de maladie et qui sont bien formés pour bien prendre en charge ces pathologies. Appelée maladie de la grasse, le grossissement de la prostate ou encore hypertrophie bénigne de la prostate se fait sentir chez l'homme dès l'âge de 40 ans. Mais le risque de cancer de la prostate, quant à lui, augmente à partir de 50 ans. Cette rencontre d'information et de sensibilisation se veut le cadre idéal pour présenter la maladie, ses symptômes, ses causes et son mode de traitement aux plus jeunes. Les pathologies prostatiques, ce sont des pathologies qui sont assez fréquentes, qui touchent la plupart du temps les personnes de plus de 50 ans. Mais il y a certaines pathologies comme les prostatites qui ne laissent pas en marge la population jeune, qui touchent plus même la population plus jeune. Mais ces pathologies-là sont peu connues, donc on a trouvé nécessaire de faire une sensibilisation quand même pour parler de ces pathologies-là à la population, pour permettre aux gens de consulter très tôt et d'avoir des solutions pour ces pathologies-là avant qu'elles n'atteignent des complications.
Les participants ressortent de ce cadre d'échange bien informés sur les pathologies prostatiques. On entendait dire que la prostate, c'est la maladie des vieux. Quand on se porte bien, on n'a pas envie d'y aller, hein, mais avec ces précisions et ces exhortations, je pense que on ne va pas lésiner, on va s'y mettre. Parce qu'effectivement, comme il le dit, si c'est plus tard, il n'y a pas beaucoup de chances si ça tourne par exemple au cancer. Au départ, je n'avais pas une connaissance en fait sur la prostate en fait. Mais avec l'enseignement, j'ai eu à retenir certaines choses, certaines notions en fait, des précautions à prendre pour éviter en fait cette maladie. Donc je remercie en fait l'initiative en fait. C'est une très bonne initiative de la part en fait de la dame. Pathologie prostatique, enjeux, facteurs de risque, signes et traitements, c'est le thème de cette conférence publique organisée par le docteur Morgan Kambou en collaboration avec l'association Zang Rata. La prévention est la première arme contre les maladies, mais elle doit s'appuyer sur la recherche et l'innovation. C'est dans cet esprit que l'Institut de recherche en sciences de la santé a inauguré ce vendredi un centre d'excellence africain, fruit d'une collaboration entre l'État, la Banque mondiale et l'Association des universités africaines. Ce centre forme les futurs experts de la lutte antivectorielle. Un pas de plus pour renforcer les défenses sanitaires du continent. Yabil Fauzia Ouattara, surtout Justin Daviri. Cette coupure de ruban symbolique marque l'ouverture officielle du Centre d'excellence africain situé au sein de l'Institut supérieur des sciences de la santé INSA. C'est un pas décisif contre les maladies vectorielles en Afrique, principalement le paludisme. Destiné à former une nouvelle génération d'élites scientifiques, ce centre d'excellence a ambition de proposer des solutions innovantes et adaptées aux réalités africaines face aux défis sanitaires liés aux vecteurs. Dans le domaine de la lutte antivectorielle, on peut avoir plusieurs sortes d'outils, mais ce centre est essentiellement focalisé sur les outils qui peuvent provenir effectivement de l'utilisation des avancées biotechnologiques. C'est-à-dire que, par exemple, vous prenez le projet Target Malaria avec lequel effectivement on travaille. Donc l'objectif surtout ici pour nous, c'est de voir comment est-ce qu'on peut comprendre les traits phénotypiques qui permettent aux moustiques de pouvoir transmettre le paludisme. Pour le président de l'université Nazi Boni, c'est une immense joie de voir ce centre ouvert car il représente un atout majeur pour la formation, la recherche et le rayonnement de l'université. C'est un pôle d'excellence, c'est un centre d'excellence où nous voulons fédérer vraiment toutes les intelligences pour essayer de repousser le plus loin possible donc, les frontières donc, du savoir. Et je tiens à remercier la Banque mondiale pour le financement, l'Association des universités africaines qui nous a accompagnés. Et ce centre aussi est le fruit d'une collaboration souhaitée par les plus hautes autorités de ce pays-là, entre l'université, les centres de recherche, notamment l'Institut de recherche en sciences de la santé et le centre Muraz. Également, un élément qui est extrêmement important, c'est les résultats que vous produisez. Comment est-ce qu'on s'assure justement effectivement que ces résultats peuvent être transformés en produits spécifiques et mettre les étudiants en incubation et faire en sorte effectivement qu'ils puissent créer des entreprises plus tard. On vient de visiter effectivement le centre d'incubation où on a effectivement un certain nombre d'étudiants que nous avons déjà pris en incubation. Ils ont de très bons produits et on a bon espoir peut-être que dans les années à venir, il y ait des produits spécifiques qui puissent sortir là et que ça permette à ces étudiants de pouvoir mettre en place leur propre entreprise et pouvoir employer également d'autres personnes. Les étudiants saluent l'ouverture officielle du Centre d'excellence africain qu'ils considèrent comme une belle opportunité pour mieux se former et participer à la lutte antivectorielle. C'est une très bonne opportunité, c'est une plateforme qui va nous permettre de nous former davantage, d'avoir accès à toutes les ressources, à savoir la bioinformatique, surtout que moi j'étudie les génomes des moustiques. Ça va me permettre d'avoir une connexion fluide parce que j'ai interagi avec les partenaires internationaux. Depuis sa mise en place en 2019, ce sont plus de 150 mentorats et 50 doctorants issus du Burkina Faso et de plusieurs pays de la sous-région qui ont été formés par le Centre d'excellence africain. Ce centre se positionne comme un pilier incontournable dans la lutte antivectorielle et un véritable espoir pour la recherche africaine. De son côté, le Centre de formation professionnelle en enjeux miniers, santé et sécurité au travail procède à la remise de 200 attestations de fin de formation
aux travailleurs nationaux et expatriés de la mine d'or de Kiaka SA. La cérémonie présidée par le directeur de cabinet du président du Faso a salué l'expertise acquise par ces hommes et femmes désormais mieux outillés pour répondre aux exigences du terrain. Abdou Aziz Sari. Du sang neuf pour renforcer la main-d'œuvre de la mine d'or de Kiaka dans la province du Boulgou. Ils sont 200 hommes et femmes sortis du centre de formation professionnelle d'engins miniers, santé et sécurité au travail après 1 an de formation en conduite d'engins lourds. Ils reçoivent des mains du directeur de cabinet du président du Faso le certificat d'aptitude professionnelle, fruit de leur engagement et de leur sacrifice. Et j'ai vraiment beaucoup appris ici. Et je suis venu avec ma connaissance, mais ce que j'ai appris avec Sandvik ici, Kiaka Mining, c'est vraiment du lourd. On nous a beaucoup formés, et à chaque fois c'est des formations davantage, et vraiment avec une nouvelle machine que je ne connaissais pas, et la Léopard, et j'ai appris beaucoup là-dessus. Je tiens à dire merci à Kiaka Mining. Quand je suis venue ici, j'étais opératrice de Bobcat. Mais j'ai fait des formations sur la chargeuse, tractopelle et l'agrément. Cela me permet d'être une opératrice polyvalente. La formation professionnelle est un instrument sur lequel le gouvernement burkinabé veut désormais s'appuyer pour accroître le taux d'employabilité des jeunes et lutter contre le chômage. C'est pourquoi Anderson Meda salue les efforts de ce centre de formation qui a mis sur le marché de l'emploi des centaines de travailleurs. Cette cohorte de formés a été d'ensemble recueillis ici, c'est-à-dire qu'ils travaillent ici déjà, et ça nous permet de dire que la formation professionnelle est une réalité. Nous souhaitons que beaucoup de jeunes puissent s'inscrire dans ce cadre-là, avoir confiance à la profession, à la formation professionnelle. Nous sommes convaincus que c'est à travers cette formation professionnelle que nous allons nous développer. Nous avons une jeunesse qui, bien sûr, est très engagée, et nous sommes convaincus que cette jeunesse-là a du savoir et des talents. Et venir ici, c'est aussi témoigner le point d'honneur que nous avons à l'endroit de cette vision qui est d'accorder une place de choix à la formation professionnelle. Et donc nous avons pu avoir avec l'ensemble des responsables ici voir tout le talent de nos Burkinabés, et nous sommes plus que contents de cette visite. L'hôte du jour procède ensuite à la visite du site minier pour s'imprégner du mode de fonctionnement de la société. Il monte même sur le dumper pour se familiariser aux bases de conduite avant de terminer son séjour par une plantation d'arbres. La Poste Burkina Faso veut prendre un nouveau virage résolument tourné vers l'innovation. Réunis à Manga, les chefs de division de l'institution ont tenu une convention stratégique, la toute première du genre, pour faire le point sur les avancées en matière de digitalisation et définir les axes futurs de développement. Parmi les ambitions affichées, la création d'une compagnie de transport interurbain pour renforcer l'autonomie de la Poste, une dynamique portée par des résultats positifs avec un chiffre d'affaires en hausse par rapport à l'année précédente. Maxime Ilboudo, reportage. La Poste du Burkina Faso se porte bien selon son directeur général. Elle a même dépassé ses prévisions en termes de chiffre d'affaires en 2024. L'institution a enregistré un résultat net historique de 2,76 milliards de francs CFA et une croissance soutenue du portefeuille client à plus de 10%. Des performances à mettre à l'actif de ces chefs de division réunis à Manga, soutenus par le leadership et le management de qualité du directeur général. Progression et qui se chiffre à plus de 33 milliards. Un résultat net bénéficiaire record jamais atteint qui s'est fixé donc à 2,7 milliards. Et ces résultats témoignent du dynamisme et en tout cas de la bonne santé financière de l'institution postale. Il faut dire que nous sommes résolument tournés vers la modernisation. À cette convention stratégique, ces catalyseurs de la performance réfléchissent sur les stratégies à mettre en œuvre
afin de digitaliser davantage les offres de services et surtout être une poste à l'écoute de la clientèle. À terme, l'objectif est de consolider les acquis et renforcer l'ancrage de l'institution sur le territoire national. Chaque outil digital, chaque procédure dématérialisée, chaque interaction en ligne est un pas vers une poste plus moderne, plus accessible, plus agile. Nos priorités numériques sont claires. La modernisation des outils, la cybersécurité, l'innovation des processus métiers et une collaboration étroite avec notre équipe de la direction des systèmes d'information. Cette première convention des chefs de division ici à Manga marque un jalon important dans la vie de notre institution. Elle est le symbole de la reconnaissance de votre rôle central, mais aussi le point de départ d'un rendez-vous managérial que nous voulons désormais régulier et structurant. En 2025, l'ambition de la Poste du Burkina Faso, c'est d'acquérir une agence mobile pour fournir des services financiers aux populations des zones non couvertes par la Poste. Elle envisage même mettre en place une compagnie de transport interurbain en commun en vue d'offrir des prestations de qualité dans de meilleurs délais. L'idée est de réduire les distributions manuelles. Et nous avons aussi un gros projet de lancement d'un certain nombre de produits, notamment les transferts d'argent. Nous allons bientôt lancer notre porte-monnaie électronique pour permettre à notre clientèle d'effectuer leurs transactions en dehors des contraintes des ouvertures et des fermetures des heures des agences de la Poste Burkina Faso. Donc nous pouvons dire que nous sommes résolument tournés vers une modernisation et un accroissement de nos produits pour faciliter la vie de nos clients. À l'horizon 2026, la Poste veut être une référence dans la chaîne logistique postale et des services financiers de proximité. Dans le cadre de sa responsabilité sociétale, la Poste BF remet au gouverneur de la région du Centre-Sud un lot de vivres composé de sacs de riz, des cartons de pâtes alimentaires, du savon, de l'huile entre autres. Ce geste vise à soutenir les veuves et enfants des forces combattantes tombées au front. Bilan positif également sur fond de changement à la tête du Lion Club Ouagadougou Oasis. Depuis le week-end dernier, Roland Douamba en assure désormais la présidence pour l'année 2025-2026. Il succède ainsi à Aboubacar Fofana, un passage de témoin placé sous le signe de la continuité et de l'engagement au service de la communauté. Amadou Diko. Roland Douamba reçoit ses attributs et devient ainsi le 7e président de Lions Club Ouagadougou Oasis. Le nouveau président est installé pour un mandat d'1 an. Pour cette nouvelle mission, l'ancien premier vice-président de Lions Club Ouagadougou Oasis entend travailler pour la promotion du lionisme avec surtout un accent sur le bien-être de la mère et l'enfant, l'environnement et la jeunesse, entre autres. Ce que Fofana a fait, c'est extraordinaire, surtout dans un contexte assez difficile. Il a hissé Oasis au top 10 du district. C'est vraiment un travail exceptionnel. Et vraiment, je mesure aussi l'ampleur du travail qui m'attend parce qu'il y a un défi à relever. Mais je reste confiant parce qu'il est à côté. C'est mon ami, je l'appelle affectueusement maintenant mon vieil et fidèle ami. Et je reste convaincu qu'ensemble, avec son accompagnement, nous allons faire de grandes choses. Roland Douamba remplace à ce poste Aboubacar Fofana, lui qui aura passé 12 mois à la tête du club. Le désormais ancien président cède sa place avec le sentiment d'un devoir bien accompli. Pour ce mandat, nous avons travaillé bien sûr en cohérence avec les orientations de la vision stratégique du gouverneur Jean-Urbain Korsaga. Nous avons travaillé et au bilan, nous nous retrouvons avec 226 activités réalisées qui ont impacté plus de 350 000 personnes avec au total au compteur 7 315 heures de bénévolat. Donc ces chiffres montrent à souhait les résultats auxquels nous avons parvenu durant notre mandat et nous ne pouvons que remercier le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, pour nous avoir donné la force et surtout les moyens pour réaliser ces activités et conduire à bien ce mandat. De la force et des moyens, c'est ce que souhaite bébé Mikaël Ien.
qui prend les rênes de Léo Club Serge Nion pour la période 2025-2026. En tant que président entrant, je souhaite renforcer les capacités des membres, également mener des activités qui vont dans le côté sanitaire, environnement et également l'humanisme. Cette cérémonie de passation de pouvoir est couplée avec l'intronisation de nouveaux membres Léo. 4 au total, ces jeunes filles reçoivent leurs insignes, rejoignant ainsi Léo Club Serge Nion. Après la passation, place à l'action sur le terrain. Les Lions du district 403A3, conduits par leur gouverneur Jean-Urbain Korsaga, ont remis des infrastructures à l'école primaire publique Ouaga Étoile de Zatouli. Cuisine équipée, réfectoire et hangar, des ouvrages destinés à améliorer le cadre de vie des élèves. Cheikh Katienne Rebego, Roméo Koïta. Remise officielle des clés des ouvrages réalisés par le district 403A3 du Lions Club International au profit de l'école primaire publique Ouaga Étoile de Zatouli. Composé de cuisines équipées avec un magasin, d'un réfectoire et d'un hangar, ce geste du Lions Club est la réponse à un cri de cœur émis par les responsables de l'école depuis plusieurs années. Le Lions Club Ouagadougou Étoile est à l'origine de la construction de cette école qui s'appelle Ouagadougou Étoile. Et cette école a été équipée et régulièrement accompagnée à travers des dons de vivres, des dons de fournitures scolaires. Et aujourd'hui, nous avons été sensibles à une doléance qui était que l'école avait besoin d'une cantine et d'un réfectoire afin que les enfants puissent se restaurer, afin donc aussi d'améliorer donc leur capacité d'apprentissage, parce qu'on dit que toute personne qui a faim n'est pas très réceptive effectivement au message qui lui est communiqué. Pour la directrice de l'école, ce don constitue une bouffée d'oxygène. Elle demeure convaincue que l'ensemble des réalisations devrait contribuer à améliorer le bien-être des élèves. Ce matin, nous sommes là pour réceptionner des joyaux, une cantine, un réfectoire, et vont vraiment améliorer les conditions de vie de nos apprenants. Nous rassurons nos donateurs ce matin que ce que nous avons reçu, nous allons vraiment en prendre soin. La construction et l'équipement de ces bâtiments par le Lions Club est une manière de promouvoir les cantines scolaires, ce qui entre en droite ligne de la politique du ministère de l'Éducation nationale. C'est un don qui vient à point nommé pour accompagner le ministère en charge de l'enseignement de base dans la promotion des cantines endogènes. Le coût global des réalisations est estimé à environ 60 millions de francs CFA, financé essentiellement par la Fondation Lions Club International avec une contribution des Lions Club Burkina Faso. Esprit de sérénité et bien-être du corps, la capitale burkinabé a respiré autrement ce 21 juin. Ouagadougou a célébré la journée internationale du yoga dans l'espace Gambidi, rassemblant pratiquants curieux et officiels autour de cette discipline en plein essor au pays des hommes intègres. Plus de précisions avec Bamori Traoré et Archimède Boy. Cette 11e édition de la Journée internationale du yoga a été marquée à l'espace Gambidi de Ouagadougou par une série de démonstrations, d'ateliers pratiques, de méditation guidée et de discussions autour des bienfaits de cette discipline millénaire. Le yoga, qui est reconnu comme un outil de santé physique, mentale et spirituelle, continue de gagner des adeptes au Burkina Faso. Je pense que les pratiques et les outils du yoga se popularisent aujourd'hui, se vulgarisent, autant pour la santé, avec les postures, avec le régime, que pour la pensée positive grâce à la méditation. Et aujourd'hui où on vit un pays en crise sécuritaire, et en fait dans le monde entier, il y a la guerre, je crois que les gens commencent à comprendre la pertinence du travail sur soi pour arriver à cultiver ces valeurs de paix et ces valeurs d'amour qu'on voudrait voir
dans notre pays, qu'on voudrait voir dans le monde aujourd'hui. Et ceux qui ont commencé à pratiquer voient la différence. Ils voient qu'au sein de leur famille, en eux-mêmes d'abord, au sein de leur famille, au sein de leur communauté, le yoga est un outil indispensable aujourd'hui pour mener la paix dans vos foyers, dans votre communauté, dans votre pays et dans le monde. Les participants composés de jeunes, de femmes, de professionnels ont pu s'initier à différentes postures et techniques de respiration. Concernant la thématique, je dis que la thématique est vraiment très profonde parce que quand on parle du yoga, on parle du bien-être. Donc pour nous, vu le contexte de notre pays, sans la paix, sans la sécurité de notre pays, on ne peut pas vraiment pratiquer le yoga. Il faut que tout le monde soit vraiment calme mentalement pour pouvoir faire leurs mouvements, les exercices physiques pour le yoga. Donc c'est le lien qui est entre le thème et la commémoration de la journée. À travers cette célébration, les organisateurs espèrent démocratiser davantage la pratique du yoga, particulièrement auprès des jeunes, des femmes et des populations vulnérables. Une ambition en phase avec les objectifs de développement durable, notamment en matière de santé et de bien-être. Fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis partout au Burkina Faso et plus précisément depuis Seba dans le Yaga. Demain, pour d'autres actualités. Bonsoir à tous.